Mes amis, bien le bonsoir. Beaucoup de gens me contactent, des jeunes en particulier, des fois leurs parents. Aldo, je veux faire de l'aviation. Vous savez, je vais te dire un truc. Quand j'ai voulu faire de l'aviation, j'avais 15-16 ans. J'arrive à l'aéroclub en Algérie. J'avais pris un dossier pour m'inscrire, je m'étais un petit peu renseigné, ce qu'ils voulaient. Photos, extrait de naissance, tout ça. J'arrive, il y a un gars qui était là, qui tenait le bureau. Il me regarde. Il me dit, pourquoi tu veux t'inscrire à l'aéroclub? Je lui dis, je veux devenir pilote. Il me regarde et me dit, laisse tomber. Et j'insiste. Il me dit juste, laisse tomber. Non, 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 je veux. Ok, d'accord. Sans un formulaire, il me dit, remplis ici. Aujourd'hui, je comprends pourquoi il me disait, laisse tomber. Il avait raison, et j'avais tort. L'aviation, je te dis un truc. L'aviation, je considère que c'est vraiment un secteur qui se nourrit des passions. C'est du vol de passion. Ce que se permet le secteur de l'aviation, aucun secteur de l'économie ne se le permet, je vais te raconter. Regarde. Quand tu veux devenir pilote, tu es obligé de payer ta formation. Maintenant, quelqu'un va me dire, si tu veux devenir architecte ou devenir médecin, bah, tu payes ta formation. Ah, c'est clair. Tu vas pas aller vers un hôpital disant, oui, j'aimerais devenir médecin, payez-moi ma formation. Ok, j'ai compris. Donc, quand tu veux devenir pilote, tu dois payer ta formation. Aujourd'hui, ça marche comment? Ça marche le plus souvent par le biais d'un endettement personnel. Ça veut dire que tu as l'école, tu as la compagnie et tu as la banque partenaire. Tout le monde signe, la banque te lâche du blé, 120, 130, 140 000 euros, bon, ça dépend le market, ça dépend l'école, ça dépend tout ça. Et si tu as de la chance, tu es recruté par la compagnie à la fin de ta formation. Il y a plein de jeunes, bon, ça c'est une option, je dirais, la moins pire, si tu veux. Parce qu'elle a un travail plus ou moins garanti, en l'utilisant bien sûr, on ne peut rien garantir dans la vie. Je connais des gens, et ça c'est sérieux. Je connais des gens, je connais un gars en particulier, il a été endetté à hauteur de 140 000 euros, comme je te raconte. Il est recruté par la compagnie, il est pris en grippe par un certain nombre de personnes, il est débarqué au bout de 6 mois. Okay, va trouver du travail après qu'on t'ait débarqué au bout de 6 mois. Va trouver du travail. Bonne chance. Donc, beaucoup d'autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'endettent, ils vont vers une école, mais il n'y a pas de compagnie derrière. Parce que les slots au sein des compagnies ne sont pas courants. Ça signifie, des fois, une compagnie, elle ouvre une campagne de recrutement mettant pour 100 pilotes. Ils vont recevoir 15 000 demandes. Donc, ils en prennent 100. Les autres, ils font quoi? Bah, certains abandonnent leur rêve ou tentent une autre fois. Mais beaucoup se disent, ok, je le fais sans la compagnie aérienne. Et là, c'est une grave erreur. Ça veut dire quoi? N'importe quelle école aujourd'hui d'aviation peut t'accepter. Si tu vas, tu frappes, tu dis bonjour, tu appelles. Voilà, j'aimerais faire une formation de pilote. Oui, bien sûr. Voilà, vous me faites un devis. Oui, absolument. Vous avez une banque partenaire? Oui, on a une banque. On peut vous faire une lettre pour la banque et tout ça. Et tu te retrouves à aller chez la banque, emprunter de l'argent, aller le déposer à l'école et tu fais ta formation. Voilà. Et quand t'as fini, va trouver un travail, quoi. Bonne chance. Tu peux en trouver, bien sûr, et beaucoup en trouver. Je connais des gens qui ont trouvé par ce système. Mais je connais beaucoup, et je dirais même beaucoup plus, qui n'ont rien trouvé du tout. Il y a des gens, ils peuvent finir, parfois, à faire un job qui n'a strictement rien à faire avec l'aviation, et puis ils doivent payer une dette de 1 850 euros par mois, pendant 10 ans, pour rembourser les frais d'un rêve brisé. Tu vois? C'est quand même dingue, ça. Autre chose. Pour te dire que à quel point c'est terrible. Un gars est avocat. Il a payé des études pour devenir avocat. Okay. Il a payé, je sais pas, quelques années, bon, voilà. Une somme, imagine ce que tu veux. Il fait avocat. Après, au bout de 2 ans, il a envie d'arrêter avocat. Et puis, pendant 5 ans ou 10 ans, il pratique pas. Et un jour, il décide de pratiquer. Il va aller dans le tiroir, il sort ses diplômes d'avocat, et c'est reparti. Il achète une plaque en bronze, il la commande, maître machin, avocat, bam, il exerce, c'est reparti. Le diplôme qu'il a passé, il est valable à vie. Pareil pour un médecin. Un médecin peut cesser d'exercer pendant longtemps et revenir plus tard.
pareil pour un météorologue, pareil pour un ingénieur civil, pareil. Il y a toujours l'histoire du trou dans le CV, mais ça se règle, on finit toujours par trouver un employeur. Un veto, c'est pareil. Un dentiste, c'est pareil. Mais un pilote? Non, pas du tout. La formation que tu as faite, elle est expirable. Oui, elle est expirable, tu as bien entendu. Ça veut dire que si tu arrêtes, ou si par exemple quand tu finis tes études, il y a une mauvaise conjoncture, ça arrive. Le monde de l'aviation est très cyclique. Des fois ça recrute, des fois ça vire. Ok. Ça traverse un mauvais moment. On fait quoi? Tu peux pas trouver de travail dans l'aviation. Trouve un travail ailleurs. Pendant ce temps-là, ils font quoi? Ils font quoi tes licences, tes papiers, tes certificats, tes machins que tu as gagnés, pour lesquels tu as payé un par un, tu as travaillé, tu t'es déplacé, tu as voyagé, tu as acheté des livres, tu as fait des formations, tu as passé des nuits blanches à potasser. C'est ce qu'ils font. Ils expirent, ils meurent. Terminé. Il vient le moment. Alors il y a des tampons où tu peux encore les réveiller, tu peux encore moyennant un paiement, un émolument, ou peut-être passer un examen, ou un truc comme ça, tu peux les réveiller, mais au bout d'un moment, ils rentrent dans une zone où entre toi et quelqu'un qui n'a jamais fait de formation aéronautique, vous êtes exactement au même point. Tu dois repartir à zéro. Tu vois? Eh oui. Si la médecine était comme ça, personne ne ferait médecine. Les gens ne voudraient pas s'engager dans un parcours avec des années, et puis on leur dit ouais, mais attention, si tu n'exerces pas médecine, ton diplôme il meurt, et puis voilà, quoi, tu dois repartir à zéro. Personne ne le ferait. Mais en aviation, les gens le font. Parce qu'ils sont passionnés, c'est ça le problème. Autre chose. Le gars est médecin ou avocat. Mettons un avocat. Il se casse la gueule en ski ou autre. Il boite de manière permanente, il ne peut rien faire. Ou bien il a une maladie quelconque. Ou bien il est en chaise roulante. Il peut aller au tribunal en chaise roulante. Il peut aller au prétoire en chaise roulante. Il peut recevoir ses clients dans son cabinet en chaise roulante. Il n'y a pas de souci. Et il sera respecté et tout. Il sera considéré. Son expérience est 100% valable et il défendra du monde et tout. D'ailleurs, il y avait même une série, il y a quelques années, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle le nom qui me dise, une série avec un avocat qui était en chaise roulante, une série américaine. Pas de souci. Un pilote. Un pilote, s'il y a un problème de santé, il fait quoi? Ben, il est parti. C'est terminé. Game over. Game over. Tu peux t'endetter à hauteur de 140 000 euros, trouver peut-être un travail, et puis t'es là-dedans. Et puis, si un jour, ça va pas, hein, et je te parle même pas d'un bobo où tu vas mourir 3 mois plus tard et oublier toute cette histoire. Non, je te parle juste d'un problème qui n'est pas incompatible avec la vie, qui n'est même pas incompatible avec une vie normale, mais qui ne passe pas. Le médecin dit non, ça passe pas. Ça passe pas, t'es dehors. C'est terminé. Il n'y a pas de formations qui sont comme ça. Il y a plein de formations, il y a plein de professionnels, un architecte, il peut travailler depuis une chaise roulante, il y a plein de gens, un épicier peut travailler depuis une chaise roulante. Alors tu me diras, bon, il ne paye pas 140 000 euros pour se former non plus, mais on se comprend. Quand tu es dans l'aviation, tu es en certificat médical classe 1, c'est ce qui conditionne ton entrée au cockpit ou pas. Autre chose. T'es pilote. Ok. Tu seras respecté dans la société, tout ça, waouh, le bel uniforme et tout, bon, d'accord, sympa. Mettons maintenant que les choses en mal tournent. Mettons que soudainement, ta compagnie te lourde parce que la conjoncture est mauvaise, tu n'arrives pas à trouver, tes licences meurent. Ou bien que tu vas pour renouveler ton class 1 et puis tu te dis non, tes analyses de sang, non, mon ami, ça passe pas. On ne va pas te le renouveler, un problème. Tu es lourdé par ta compagnie, tu ne peux pas travailler. Tu fais quoi? Tu arrives dans une entreprise en leur disant je suis pilote de ligne. Faut te regarder de la tête aux pieds. Mais pilote de ligne, où t'es en avion là? Il y a des pilotes, ils ont connu un mépris. Une fois qu'ils sont dehors, une fois qu'ils ont les ailes cassées, il faut voir le mépris de ceux qui les regardaient avec les yeux brillants hier. Malheureusement, il y a ça aussi qu'il faut considérer, qu'il faut mettre, qu'il faut verser au dossier. Regarde, un avocat, bon, il a une formation d'avocat. Moi, je connais des avocats, ils ne travaillent pas comme avocats, nécessairement. Par exemple, il n'a pas envie d'ouvrir son cabinet ou il en a ras-le-bol des tribunaux, tout ça.
Il va voir une banque ou une assurance ou autre, ou une société d'audit, il dit oui, j'aimerais travailler dans votre département légal. Voilà. Ils ont tous besoin de juristes, de légalistes, d'avocats pour lire les contrats, lire les papiers, regarder les documents de conformité, tout ça. Ils vont le recruter. Tu vois? T'as des médecins qui... Moi, je connais des médecins qui en avaient ras-le-bol des patients, des hôpitaux, tout ça, travaillaient pour des laboratoires pharmaceutiques ou des laboratoires d'équipements. Moi, j'ai rencontré un médecin, il vendait des équipements médicaux. Voilà, il animait des séminaires, il allait voir des médecins, tout ça, mais il n'avait pas envie d'exercer. Tu vois, quand on est pour toutes les formations, on peut toujours trouver des choses, des emplois qui ne sont pas nécessairement dans le cœur de cible. Quelqu'un qui fait des études pour devenir avocat peut, comme je t'ai dit, travailler dans le bureau de Ernst & Young, par exemple, et regarder des dossiers de conformité toute la journée. Bon, il y a des gens que ça amuse, si tu veux que je te dise. Mais quelqu'un qui est pilote, il sait maîtriser un engin, une machine, s'il n'a plus le droit de la conduire, pour des raisons médicales ou une crise autre, il fait quoi avec son papier? Rien. Ça vaut plus rien. Et je connais des pilotes qui ont des problèmes existentiels par rapport à ça. Parce qu'ils vivent, ils ont un crédit immobilier, ils ont une famille, ils ont l'enfant qui va à l'école, tout ça. Mais qui sont inquiets. Ils savent que si un jour ça se retourne contre eux, c'est très embêtant. Tu vois le truc? C'est ça, c'est très important ce que je te dis. Parce que tu dois considérer tout ça. Ça signifie que le problème de l'aviation, c'est que, imagine que n'importe quel métier avait fait pareil. Imagine que, par exemple, le métier des avocats avait fonctionné comme l'aviation. Je te garantis, il y aurait un avocat pour 1 million d'habitants. Dans un pays comme la France, si tu as 12 avocats, ça serait bien. Les gens éviteraient ce métier, dire, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Je prends que des risques à tous les niveaux. Tous les risques. Je prends des risques financiers, je prends des risques de me casser la gueule, je prends des risques de me faire virer, des risques médicaux, que des risques. Et je fonce quand même. Tu ne trouveras jamais quelqu'un autant passionné par le droit pour accepter ce deal-là. Dans l'aviation, tu trouves. Parce qu'il y a des gens passionnés. Mais les forces de l'argent, les compagnies, les entreprises qui elles, sont dirigées par des financiers, il n'y a pas la passion derrière, nécessairement. Eh bien, elles en profitent. Elles profitent de cette situation de force. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens formuler un avertissement par rapport à ça. Je connais beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu finir dans un cockpit. Ceux qui n'ont pas pu finir dans un cockpit, ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins valables que les autres. Des fois, ils ont eu moins de chance que les autres. Des fois, la conjoncture était difficile. Ils ont mérité de réussir. Mais ils n'ont pas réussi dans ce domaine. Et après, tu as ta vie en miettes que tu dois reconstruire. Non, bon, ça m'est arrivé. J'en ai fait partie de cette classe de gens en galère. J'en ai fait. Pourtant, j'ai commencé très tôt, je te dis. À 15-16 ans, j'étais en aéroclub. 20 ans plus tard, j'ai abandonné le projet. Parce que ça servait plus à rien. Tu vois? Parce que dans la vie, je te dis, il y a des gens qui posent la question tout le temps. Pourquoi t'as pas fini dans une compagnie aérienne? C'est très simple. C'est très simple. Dans la vie, quoi que tu fasses aviation ou que tu veuilles faire des paveurs de rue, ça change rien. Tu as besoin de gens qui croient en toi. Alors, tu n'as pas besoin que l'humanité entière croie en toi. Tu as besoin de tomber sur la bonne personne à un moment donné. Quelqu'un qui dit, moi, je crois en toi. Quelqu'un qui dit, oui, toi, tu passeras, et moi, je vais t'aider. Moi, je te tiens la main et je vais te conduire. Tu as besoin de cette opportunité qui arrive dans ta vie. Mais peu importe ce que tu fasses, tu as besoin de ce oui à un moment donné. Le problème, c'est que c'est simple. Moi, je n'ai jamais eu ce oui. Jamais. C'est jamais arrivé. En 20 ans, c'est pas arrivé une seule fois. Donc, c'est pas de ma faute, c'est juste comme ça. Voilà, ça arrive. Des fois, le oui, tu ne l'as pas. Quand tu n'as pas ce oui, bon, écoute, quel que soit le projet que tu fais, ça morfle, tu morfles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis en train d'aider des milliers de gens. J'ai même fait la folie que personne ne fait sur Internet. J'ai fait la folie d'arrêter le consulting payant, que je vais relancer d'ailleurs à un moment donné, pour pouvoir me consacrer plus à aider les gens gratuitement. Faut être fou pour faire ça. Parce que je sais combien c'est important. Je sais que
Des fois, je reçois des retours sur des gens que j'ai conseillés, des choses extraordinaires. C'est vrai que c'est pas de l'argent, c'est vrai que c'est pas des pièces sonnantes et trébuchantes, oui. Ça paye pas les factures, oui, c'est vrai. Mais je reçois des fois des messages où je réalise que j'étais là pour quelqu'un. J'étais cette personne qui a aidé ce quelqu'un. J'ai donné le bon conseil. J'ai tenu la main à cette personne. J'aurais voulu que tomber sur... Comme moi, j'avais 20 ans, j'aurais voulu tomber sur un aldostérone. J'aurais aimé tomber sur un mec dans sa bagnole qui partage comme ça son téléphone et tout. Et j'aurais pu lui poser des questions. J'aurais voulu. Mais bon, je suis ce gars-là pour d'autres. Voilà. C'est tout. Donc, mes amis, je ne cherche pas, encore une fois, à décourager les gens de faire aviation. Je ne cherche pas à décourager. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est tu ne peux pas gagner une partie si tu ne connais pas les règles du jeu. Donc, il faut connaître les règles du jeu. Il faut qu'on soit clair à quel jeu on est en train de jouer. Je veux que tu saches que tu es en train de jouer à un jeu où énormément de cartes sont placées contre toi. Tu peux, après avoir écouté cette vidéo, dire j'ai compris les risques, j'ai un plan d'action pour me prémunir contre ces risques-là. Plan d'action, par exemple, tu peux dire ok, je vais faire 2 formations. Je fais l'aviation, mais je fais quelque chose d'autre à côté. Comme ça, si jamais ça passe pas, je rebondis ailleurs. Si jamais un jour, je peux plus travailler dans un cockpit, je dirais je suis architecte. Parce que j'ai fait architecture à côté. Par exemple, je dis juste un exemple. Ou, t'inquiète, j'ai compris. Je suis endetté, d'accord. J'ai un petit business, il tourne bien. Je pense que question de dette, je pourrais la régler très très vite. Ça va pas rester comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et si jamais je suis pas recruté, c'est pas grave. Je pourrais éponger la dette assez vite, ça va pas trop me plomber. Tu vois, quelque chose. Que tu aies un discours, tu aies un contre-discours par rapport à ce que je t'ai dit. Ou bien tu peux dire, ok, j'aurais voulu devenir pilote. C'est une envie qui était réelle, carrée, n'est-ce pas, valide. Mais après avoir écouté ton discours, ça me touche et c'est pas un jeu que j'ai envie de jouer. J'ai compris le jeu, mais ce jeu-là, je trouve que c'est pas pour moi. Je préfère plus de sécurité dans ma vie. J'ai compris, j'aurais voulu devenir pilote si les conditions avaient été autres, mais les conditions qui sont proposées aujourd'hui, pour moi, c'est no go. Voilà, c'est tout. Chacun décide pour lui-même. Chacun doit décider pour lui-même. Mais il faut décider en connaissance de cause. Il n'y a rien de pire que d'y aller les yeux fermés, d'y aller naïf et se ramasser et apprendre en cours de route. Apprendre à coup de pied. Ça, c'est mauvais. Parce que tu n'as pas le temps de voir les coups, tu n'as pas le temps de les parer, tu n'as pas le temps de te préparer. Et tu vas prendre plus de coups d'ailleurs parce que tu ne connais pas les règles. Voilà mes amis. Encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et on se revoit dans une prochaine. À extrêmement bientôt.